Macron a encore sorti son 49.3. C'est quoi ça, le 49.3? C'est un flingue? Non, non, Tricotine. C'est pire que ça encore, c'est carrément l'arme atomique du droit constitutionnel. Vous le savez, le gouvernement d'Elisabeth Borne a récemment utilisé l'article 49.3. Tout le monde en a parlé, mais comme notre ami Tricotine, tout le monde n'a pas forcément compris exactement ce que c'est. J'ai quelques nouvelles importantes au sujet de la chaîne, tout ça c'est en fin de vidéo, restez jusqu'au bout. Lorsqu'un gouvernement veut faire adopter un texte de loi, la procédure normale est de préparer un projet de loi, puis de le proposer en vote au Parlement. En France, c'est la Constitution de 1958 qui prévoit et organise ce processus. Le projet de loi est d'abord inscrit à l'ordre du jour, puis il est discuté en commission. En effet, il y a à l'Assemblée nationale et au Sénat diverses commissions parlementaires. Chacune est spécialisée dans un domaine précis et elle regroupe des députés ou des sénateurs des diverses tendances politiques, affaires économiques, affaires sociales, affaires étrangères, etc. Ça, c'est parce que les élus ne peuvent pas connaître à fond chacun de ces sujets. Alors ils se spécialisent dans l'un ou l'autre en fonction de leurs compétences ou de leur centre d'intérêt. La commission parlementaire étudie le projet, y apporte éventuellement des modifications, les fameux amendements, puis l'Assemblée nationale vote le projet en assemblée plénière. Mais il faut bien dire que l'essentiel du travail a déjà été fait en commission. Puis, c'est le tour du Sénat. C'est moi le Sénat. Même chose, commission, amendement, vote en plénière. Le projet revient alors devant l'Assemblée nationale pour une seconde lecture, pour un second vote, avant de retourner à nouveau devant le Sénat. On appelle ça les navettes parlementaires. Ça aide à améliorer le projet de loi en permettant d'en débattre plus complètement. Il y a donc 2 allers-retours entre les 2 chambres et un seul en cas d'urgence. Évidemment, tout ceci prend un certain temps, mais c'est le prix à payer dans un état de droit. Mais il peut arriver que le gouvernement veuille aller plus vite. Il peut vouloir aller plus vite et surtout, il peut vouloir que son projet de loi soit adopté tel quel, sans aucune modification, sans aucun amendement. Ça, c'est ce que permet le fameux article 49.3. Ce texte permet en effet de faire adopter un texte de loi sans que le Parlement vote, c'est-à-dire sans examen en commission, sans amendement, sans vote en assemblée plénière. Alors qu'est-ce que c'est que cette magie? La magie, ça n'existe pas. Sous la 4e République, la précédente, lorsque le gouvernement voulait faire passer un texte sans qu'il soit voté, il engageait sa responsabilité et le Parlement le renversait. Entre 1946 et 1958, il y a eu pas moins de 22 gouvernements différents en seulement 12 ans. La durée de vie moyenne d'un gouvernement sous la 4e était seulement de 7 mois. Et le gouvernement qui est resté au pouvoir le moins longtemps est le gouvernement Schuman en 1948, qui a été renversé au bout de seulement 2 jours. Pour remédier à cette instabilité ministérielle qui a durablement plombé le fonctionnement de nos institutions sous la 4e, le constitutionnaliste de 1958 a repris les 2 mécanismes complémentaires qui existaient déjà sous la 4e. La question de confiance et la motion de censure, mais il a rationalisé le système. La question de confiance, tout d'abord. C'est le fameux article 49.3 que Tricotine prenait tout à l'heure pour le calibre d'un revolver. Tu sais que le second degré, c'est pas uniquement pour les brûlures, hein? Regardons ce texte d'un petit peu plus près. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ça veut dire qu'il s'agit d'un passage en force d'un texte de loi par le gouvernement. L'Assemblée nationale, contrairement à ce qui se passe d'habitude, n'examine plus le projet de loi en commission, ne dépose plus d'amendements, ne vote plus le texte, ne le transmet plus au Sénat et ne le revoit plus en seconde lecture. Il n'y a plus rien. La seule chose que peut faire l'Assemblée nationale, c'est déposer une motion de censure afin d'essayer de renverser le gouvernement. Et c'est ce que prévoit l'alinéa 2 du même article. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un 10e au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée.
Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, le 49.3 dont je vous parlais tout à l'heure, un député ne peut pas être signataire de plus de 3 motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. Vous le voyez, les chances que la motion de censure soit adoptée sont minces. D'ailleurs, sur les 59 motions de censure qui ont été déposées depuis 1958, une seule a été adoptée. C'était en 1962. À l'époque, le général de Gaulle avait le projet de faire élire le chef de l'État au suffrage universel. La gauche, le centre et la droite no-gaulliste s'opposaient à ce projet pour les raisons que je vous ai expliquées dans cette vidéo. Le 5 octobre 1962, la motion de censure est adoptée par 280 voix sur 480 et le Premier ministre Georges Pompidou remet sa démission au chef de l'État comme le prévoit la Constitution. Il s'agit donc d'un jeu de « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, puisque d'un côté, l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement, mais de l'autre, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée et renvoyer les députés devant leurs électeurs. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Voici qui va vous permettre de comprendre un petit peu mieux cet épisode récent de notre vie politique qui a vu la gauche et l'extrême droite parlementaire voter ensemble cette motion de censure. Mais je m'arrête là parce que, en allant plus loin, je ferai de la science politique et je risquerai de sortir de mon domaine de compétence qui est le droit. Comme ça, tu évites de tomber dans l'ultracrépidarianisme. Mais qu'est-ce que tu racontes, Tricotine ? L'ultracrépidarianisme, c'est le fait de sortir de son domaine de compétence pour parler de choses qu'on ne maîtrise pas. Et maintenant, quelques nouvelles de la chaîne, qui se porte très bien grâce à vous. Je vous en remercie. La seule chose qui me gêne un petit peu, c'est cette sorte de verticalité qui s'est installée entre vous et moi. Lorsque vous n'étiez encore que 3000 abonnés, il y a un an, je pouvais répondre individuellement à chacun, à chacune d'entre vous. Aujourd'hui, avec plus de 200 000 abonnés, 210 000 même depuis hier, ce n'est évidemment plus possible. Et ça me gêne un peu parce qu'après tout, je ne suis qu'un vieux bonhomme qui, chaque semaine, s'assoit devant sa caméra et fait semblant d'expliquer le droit à son chat, rien de plus. Tu fais ça très bien. Et en plus, tu es beau. Oui, ça c'est gentil de Tricotine, je te remercie. Donc, cette verticalité me gêne un petit peu et j'aimerais bien la combattre. Et pour ça, je vais partir à votre rencontre. Mais ça, c'est pas forcément très facile pour moi parce que les habitués de la chaîne le savent, je suis handicapé, donc je me déplace de façon pas très confortable. Mais j'ai décidé de répondre quand même à certaines invitations pour pouvoir rencontrer celles et ceux d'entre vous qui seront dans les coins dans lesquels je vais me rendre dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je serai donc prochainement à Dijon, à la Camoplay, les 26 et 27 novembre. Je serai au Mans, mi-janvier 2023, au Geek Life Festival. Et puis n'oubliez pas que je suis aussi à la Nuit Zététique le samedi 12 novembre. Mais là, ce ne sera pas en public puisque ça sera diffusé en direct sur la chaîne de La Tronche en Biais. Les liens sont bien sûr en description pour les infos pratiques et je vous en reparlerai sans doute dans l'onglet Communauté et sur les réseaux sociaux de la chaîne. Réseaux sociaux auxquels je vous conseille d'ailleurs fortement de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que, je vous le répète, ce n'est pas parce que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez activé la petite cloche que YouTube vous avertit systématiquement à chaque nouvelle vidéo. Bien au contraire. L'algorithme fait ce qu'il veut et c'est lui qui décide ce que vous pouvez regarder ou pas. Donc, abonnez-vous au compte Twitter de la chaîne ou au compte Mastodon, l'équivalent libre de Twitter. Depuis quelques semaines, un abonné a pris l'initiative de créer une page de fans sur Facebook. Merci à toi Bruno. Donc, pour résumer, Camoplay à Dijon fin novembre, Geek Life Festival au Mans mi-janvier, la Nuit Zététique sur la Tronche en Biais la semaine prochaine, mais ça ce sera sur la chaîne YouTube, et j'oubliais les rencontres de l'Esprit Critique à Toulouse-la-Beige en avril. Il y aura sans doute d'autres occasions de nous rencontrer en fonction des invitations que je reçois régulièrement. Et dernière chose, avant de nous quitter, je travaille actuellement sur les futurs lives de Vous avez le droit. Je n'ai pas encore définitivement choisi, mais ce sera sans doute plutôt ici sur la chaîne que sur Twitch. Mais je peux encore changer d'avis entre-temps, de toute façon, je vous en reparlerai le moment venu. D'ici là, nous nous retrouvons la semaine prochaine, comme d'habitude, pour la vidéo hebdomadaire. Et en attendant, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de Vous avez le droit. Je pense que je vais déposer une motion de censure concernant le dosage des croquettes. Ah mais je vais sortir mon 49.3, Tricotine.